Tu veux l'enfer? Alors, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Jusqu'à ce que tu n'aies plus de place. Salut, c'est moi, Andrzej. J'ai reçu un commentaire et aussi quelques suggestions auparavant disant que maintenant je fais tout sur le circuit, que tous les tests se passent sur le circuit. Alors j'ai roulé un peu avec cette moto en ville et maintenant je dois enregistrer pour vous une vidéo dans les buissons. Étonnamment, personne ne s'est plaint, mais juste au cas où, nous avons décidé de nous éloigner du lieu de l'action. Bien sûr, une route à sens unique fermée. Enfin, non, à double sens, mais fermée, inutilisée, qui ne mène nulle part. Il devient de plus en plus difficile de trouver de tels endroits pour rouler à moto. Et je pense qu'on n'a toujours pas le droit de rouler à moto comme ça. Mais que veux-tu? Je commence à manquer d'endroits pour montrer de quoi ces motos sont capables. Parce que à quoi bon un test de moto si tu ne montres pas ce que la moto sait faire? Et les problèmes commencent quand on a ce genre de moto, c'est-à-dire un hyper naked japonais, la Yamaha MT-10. Alors, comment faire? J'ai roulé avec en ville, normalement, vous voyez. Le point positif, c'est que le moteur est à l'avant et que c'est un 4 cylindres en ligne, donc il ne chauffe pas tant que ça. Le point négatif, c'est que ce moto a un rayon de braquage étonnamment grand. Si on ne l'incline pas et qu'on ne le penche pas, il est vraiment difficile de faire demi-tour avec. Un autre inconvénient est que c'est réel, ce qui signifie moins. Et maintenant, la question est moins ou pas moins? C'est tout simplement une moto massive. Donc si vous êtes massif, c'est un plus pour vous. Ou si vous aimez les vélos massifs, c'est un plus. Je les aime minces, donc pour moi, c'est un moins. Mais la Yamaha MT-10, c'est cette moto. Vous savez quoi? Peut-être que j'en écrirai dans le journal, parce que je dois me rappeler un peu à quel moment elle est apparue et à quel moment les autres Hyper Naked sont arrivés. Parce que dans cette catégorie, vous trouverez des modèles comme la KTM 1990 Super Duke R, maintenant la Ducati Panigale V4, mais aussi la Suzuki GSX S1000. Et maintenant, la question se pose, est-ce que c'est un Hyper Naked Bike ou un Naked Bike sportif? Vous savez, on peut vraiment s'y perdre, mais ce que je veux dire, c'est que si vous regardez les naked bikes puissants, il y a aussi l'Aprilia RSV4, enfin non, pas la RSV4, la Tuono V4 qui est aussi une moto totalement sauvage. Si vous regardez toutes ces motos, vous vous dites, mince, ici on a 208 chevaux, ou même ça peut monter à 220 avec un échappement. Ici on en a 160, donc c'est suffisant. Ici, on a la KTM qui a 180 chevaux, mais 140 Nm. Et là, tu ouvres les gaz et elle explose littéralement dans le monde. Et là, je me dis, la Yamaha MT-10, qui a maintenant 164 chevaux, alors qu'avant, elle en avait 158, commence à devenir un choix raisonnable. Un choix raisonnable, une moto sans carénage. Pardon, je ne mens pas, elle a un carénage. Qui a 164 chevaux et je crois 112 Nm. Et un moteur issu de la R1, mais bien sûr adapté à la caractéristique d'un roadster, c'est-à-dire plus de couple en bas, un peu moins de puissance en haut, mais une délivrance de puissance plus linéaire. Quelle est l'expérience pratique avec cette moto? En pratique, en se baladant avec en ville, ce couple, c'est trop... Enfin, bon, d'accord. Non, en fait, je mens. On ne peut jamais avoir trop de couple, parce que quel plaisir ce serait sinon? Le meilleur plaisir possible, non. Celui où tu roules sur n'importe quel rapport et il réagit comme ça. Il n'a même pas besoin de monter dans les tours, il accélère déjà comme un fou. Ici, il faut se rappeler que, parce que c'est un moteur crossplane, donc avec un vilebrequin différent, comme on l'a déjà expliqué 1 milliard de fois, il a un caractère assez rugueux à bas régime. Vous savez, il a en fait une caractéristique plus proche des moteurs en V ou de ceux avec moins de cylindres, et il fonctionne de cette façon. Pas comme les 4 cylindres en ligne classique. Donc il faut se rappeler qu'il n'aime pas forcément tourner à très bas régime, vous voyez, comme à 1500 tours, comme sur une Suzuki, où on peut y aller tranquille. Là, il faut plutôt compter 2 ou 3000 tours au minimum. Et quand il commence à gronder un peu, au lieu de cogner,
Alors l'accélération à n'importe quel régime, en conditions urbaines ou routières, c'est tout simplement immédiat. Il part tout de suite. Que se passe-t-il quand vous ouvrez plus les gaz sur cette moto? Eh bien, il se passe quelque chose de terriblement mauvais. Le côté obscur de la puissance japonaise, c'est tout. Donc, la moto n'est pas seulement suffisamment puissante selon les standards actuels, elle est déjà trop puissante par rapport à la façon dont la loi nous autorise à rouler. Mais laissons la loi de côté et concentrons-nous sur la poignée de gaz. Une sauvagerie extrême. Et c'est un mélange, vous savez, de cette douceur du 4 cylindres en ligne et de la rage du V. C'est vraiment le mélange parfait, le compromis idéal parce que la moto est prévisible, mais en même temps, elle est très, très agressive et très, très, très réactive. Et maintenant, le premier de nombreux conseils aux consommateurs. Avec cette moto, le mode de puissance numéro 1, c'est-à-dire le premier, c'est le mode avec le plus de puissance parce que le 2 est un peu adouci, le 3 encore plus adouci et le 4 encore plus adouci. J'y reviendrai dans un instant car c'est important. En fait, ce n'est pas avec ce premier mode, le plus puissant, que l'on roule le mieux. Pour rouler sur la roue arrière, c'est le troisième niveau qui m'a semblé le plus prévisible. C'est-à-dire, d'accord, si je voulais rouler plus lentement sur la roue arrière, c'est avec le mode 3 que je m'en sortais le mieux. C'était le plus facile de perdre le contrôle avec ce mode, mais le plus agréable, le plus optimal, c'était le mode 2, parce que là, si tu veux de la folie, alors waouh. Le mode 1, waouh, pouf. Le mode 2, wouh, pouf. Le mode 3, wouh, pouf. Le mode 4, wouh. Et jusqu'à ce que tu n'aies plus de place. Si vous voulez que ce soit plus doux et plus facile, réglez-le sur 3. Le numéro 1 est tout simplement fou, alors waouh, waouh. En fait, en mode 1, j'ai essayé d'accélérer, comme ça, à l'arrêt, aussi pour tester l'électronique de cette moto. Donc d'abord, j'ai tout désactivé, c'est-à-dire le contrôle de traction, l'anti-wheelie, j'ai tout coupé, j'ai mis le mode le plus puissant et j'ai essayé d'accélérer au feu, c'est-à-dire au feu, simplement à l'arrêt, comme si on démarrait à un feu rouge. Et écoutez, si vous n'êtes pas expérimenté, si vous n'êtes pas vraiment des gens habitués aux machines puissantes et que vous ne savez pas utiliser le frein arrière, il vous sera difficile de gagner contre quoi que ce soit au feu. Parce que cette moto lève tout simplement la roue avant. Oh oui, première, paf. Deuxième, paf. Troisième, clac. Au final, pour aller le plus vite possible, il faut rouler tout le temps un peu sur la roue arrière, accélérer à fond et passer les vitesses, boum, 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 et là, il accélère. Et qu'est-ce qui est bien ? Qu'est-ce qui a beaucoup changé dans le développement de cette moto? C'est l'électronique. Et tout de suite, on va parler de la mauvaise électronique. Mais l'électronique n'est pas du tout mauvaise, parce que je parle ici du contrôle de wheeling, qui, comme autrefois sur les motos japonaises, l'électronique intervenait d'une façon que tu pouvais juste te cogner. Et tu sais quoi? Quand l'électronique intervenait, maintenant j'accélérais, je lâchais l'embrayage d'un coup. C'était un peu une erreur. Il ne faut pas lâcher l'embrayage d'un coup parce qu'ici, le contrôle de traction peut s'activer et alors, effectivement, il te coupe brutalement parce que la moto pense qu'elle va soudainement s'échapper de sous toi. J'essaye de parler vite parce que Wukash m'a dit de tenir en moins de 16 minutes. Alors, il fait comme puf. Mais une fois que ça a accroché et que ça accélère, le contrôle de wheeling maintenait joliment, très doucement, la roue un peu au-dessus du sol. Ça ne coupait pas de façon agressive, on sentait qu'il n'y avait pas de coupure brutale. La moto restait bien légèrement au-dessus du sol, ouh, elle accélérait toute seule. C'était une fusée. Tu observes ce monsieur? Nous sommes dans les buissons, au bord de la Vistule. Ici, il peut se passer toutes sortes de choses. Ici, ce sont des youtubeurs, là-bas, ce sont d'autres gens. Donc, gros progrès en ce qui concerne l'électronique. Je n'ai pas vraiment testé le contrôle de traction ni le slide control system parce qu'ici il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'en plus du contrôle de traction, il y a le slide control, donc le maintien du dérapage. Comme j'ai emmené cette moto sur un circuit trop petit, je me suis dit bon, je vais aussi l'emmener sur un circuit pour tester et je suis allé à Swamchin pendant un track day organisé par le JC Group. Et il n'y avait tout simplement pas assez de circuits, pas assez de Swamchin. Je pouvais rouler tout le temps en première avec cette moto là-bas. Donc je roulais tout le temps en deuxième et les virages étaient trop petits, trop courts. Et il n'y avait pas d'endroit pour vraiment ouvrir les gaz pour que cette moto, vous savez, prenne cette traction comme elle devrait le faire sur un circuit, c'est-à-dire à une vitesse plus élevée, avec un régime moteur plus élevé. L'électronique, tout simplement, à un régime aussi bas, à une vitesse aussi faible, n'a aucune chance de fonctionner correctement. Tu n'as tout simplement aucune chance de la tester précisément. Donc j'espère qu'on pourra encore emmener ce matériel à Poznań.
Mais en ce qui concerne la tenue de route dans les virages, il faut souligner que c'est un hyper naked bike et selon moi, c'est l'un des modèles les plus adaptés à la route et cela concerne de nombreux aspects. Il s'agit notamment du fait que les repose-pieds sont assez bas, ce qui le rend confortable. Ici aussi, il est assez massif, ce qui le rend confortable. Il offre une protection contre le vent tout à fait correcte lorsqu'on roule sur la route, mais en plus de cela, le centre de gravité est assez bas, ce qui fait qu'il se balance facilement dans la première phase. Cependant, lorsqu'on atteint l'inclinaison maximale, ce n'est tout simplement pas son environnement naturel. Ce n'est pas une moto faite pour, je ne sais pas, aller se mesurer à des motos sportives sur circuit. Enfin, vous savez, tout dépend aussi de la différence de niveau entre les pilotes, mais ce n'est pas une moto conçue pour faire simplement du time attack sur un grand circuit, vous savez, et humilier toutes les autres motos lors des accélérations. Non. C'est un hyper naked bike qui est un sacré voyou et un hyper naked bike qui convient aussi pour les longs trajets, car c'est très important. Et cela, mon cher porteur de gimbal ici présent, un homme très fort dont les mains ne tremblent même pas, mais qui a le mollet qui le démange, l'a expérimenté. J'ai dit, d'accord, vas-y, prends cette moto et pars en voyage. Effectivement, il disait, oh, faire de la route avec une moto comme ça, il s'avère qu'il est agréable de rouler avec cette machine et ce n'est pas sans raison que beaucoup de gens installent des valises, une bulle plus haute, car vous avez une moto terriblement puissante avec régulateur de vitesse, tout l'équipement, une très bonne suspension, car la suspension ici est la même que sur la R1, réglable mécaniquement. Il existe peut-être une version SP avec une suspension semi-active, bien sûr, et vous savez, sur les routes sinueuses, sur l'autoroute, il sera tout simplement génial partout. Ce que je n'aime pas, ce qui ne me plaît pas sur cette moto, ce sont les freins, et ce n'est pas qu'ils soient faibles, parce qu'ils ne le sont pas. Aujourd'hui même, nous avons fait des tests de freinage. L'ABS fonctionne bien, les freins sont puissants, mais pour moi, ils sont un peu spongieux, mous, sans caractère. Il me manque ce petit clic-clic et ce wham. C'est fait exprès, car j'en ai parlé plusieurs fois avec les Japonais, les ingénieurs, et ils disent qu'ils mettent exprès ce type de plaquette de frein pour que même un conducteur moins expérimenté puisse moduler le freinage avec précision. Sérieusement, un conducteur peu expérimenté s'achète une Yamaha MT-10, c'est-à-dire il peut le faire, mais s'il s'en achète une, qu'il soit prêt à avoir des freins puissants, tout simplement, qu'il y ait l'ABS, donc ici, ces plaquettes molles, c'est juste ça. Je me demande ce qui se passerait si je changeais les plaquettes de frein, mais vous savez quoi? Même les stoppies, quand j'ai finalement réussi à en faire, je vais vous expliquer précisément comment dans un tout petit instant. Même à ce moment-là, cela ne me convenait absolument pas. C'était juste vraiment bof, 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 sans plus. Tout simplement. Tout simplement non. Les freins sont efficaces, mais il me semble qu'ils pourraient être bien plus précis. Et un autre conseil pour les consommateurs, comment désactiver l'ABS? Parce qu'évidemment, au Japon, on ne désactive pas l'ABS, car c'est une question de sécurité, donc il est impossible de le désactiver depuis le menu. Il est impossible de désactiver l'ABS sur la roue arrière, ce qui n'a aucun sens, car si tu veux t'amuser un peu à glisser, ce qui est tout à fait possible sur cette moto, puisqu'elle a un embrayage anti-dribble comme presque toutes aujourd'hui, tu ne peux pas désactiver l'ABS. Si tu retires le fusible, tout se dérègle. Avec toute cette électronique, il n'est plus possible de simplement désactiver en retirant un fusible, donc tu dois rouler sur la roue arrière ou très longtemps jusqu'à ce que la roue avant s'arrête. Ou alors, si vous roulez sur la roue arrière, il faut savoir le faire, savoir maîtriser la situation et appuyer sur le frein avant. La roue avant s'arrête, le système se détraque, vous atterrissez, l'ABS est désactivé et alors il ne faut surtout pas couper le contact. Il suffit d'éteindre et de rallumer et vous avez l'ABS désactivé en permanence. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudra remettre le contact, mais si vous êtes sur un spot, sur un aérodrome, une piste abandonnée, où vous voulez vous amuser. Voilà, c'est mon autre conseil de consommateur génial. Ce truc me plaît parce que sur les changements apportés à la moto elle-même, j'en parlerai sûrement plus en détail dans le magazine, mais le son de cette moto, le son est génial. Il rugit tout simplement comme un fou, mais il n'est pas excessivement bruyant. Et j'ai découvert que ce sont principalement des bruits de boîte à air, et ces grilles qui sont ici sont des grilles pour que nous puissions entendre le son de la boîte à air pour le rendre cool, brillant. Je veux dire, cette moto n'est toujours pas silencieuse, soyons honnêtes. Quand vous l'accélérez, elle rugit terriblement, mais vous n'avez pas besoin de frapper cet espace ici et là pour que vous regardiez à quel point je suis bruyant, pour qu'il vous atteigne lorsque vous êtes bruyant. Penchez-vous un peu ou roulez simplement et vous entendrez le très joli son guttural et agréable de la boîte à air qui se remplit d'air et vous serez ravis car le changement de vitesse croisé fonctionne très bien et le changement de vitesse de haut en bas est désormais un équipement standard.
Une autre chose que j'ai simplement lue sur le site du fabricant, parce qu'en fait, peut-être que je devrais juste parler des émotions, et tous les textes, on peut les lire sur le site du fabricant ou dans un magazine, parce que dans le magazine, il y aura encore des deuxièmes et troisièmes réflexions sur cette machine, et là-bas, ce sera sûrement un peu plus cohérent que quand je parle. La prise est pour des allumes-cigares, une prise normale, pas un truc bizarre qui nécessiterait des adaptateurs. Vous achetez simplement un allume-cigare à la station-service, vous le branchez, vous chargez. Les compteurs sont japonais. À l'heure où tous les autres constructeurs, ceux qui ne sont pas japonais, font des menus où tu entres et tout est expliqué. Comment baisser le contrôle de traction, ce qui se passe, à quoi ça ressemble, avec des images, des descriptions, tout ça, ici non. C'est comme MS-DOS et tu y vas, tout simplement, tu vois. Heureusement, il ne faut pas taper. Vous savez, comme c'était C, // contrôle de traction, tu entres dans le contrôle de traction, tu règles un truc, mais c'est à peu près comme ça que ça ressemble. C'est un peu comme un vieux Atari, non? Ça peut avoir son charme pour certains. Si tu es fan de manga ou programmeur et que tu trouves ça cool, alors oui, mais c'est aussi quelque chose qui fait que cette moto reste un peu à la traîne en matière de technologie un peu geek, parce qu'on ne peut pas non plus connecter son téléphone ici, ce qui personnellement ne me dérange pas du tout, parce que pourquoi connecter son téléphone à une moto? Il vaut mieux simplement le mettre en mode silencieux. Mais c'est comme ça, non seulement pour celui-ci, mais pour toutes les motos japonaises, parce qu'ils ont tout simplement leur propre philosophie à ce sujet. En général, c'est une moto sauvage, une vraie bombe, vous voyez. À mon avis, bien équilibrée, parce qu'elle est sauvage, mais pas trop. Ou alors, on peut la régler pour qu'elle ne soit pas trop sauvage. On peut tous les régler comme ça, mais l'idée, c'est que celui-ci, il incite, mais il ne vous force pas, parce qu'il y a des motos sur lesquelles je monte et je ne peux tout simplement pas rouler calmement, alors qu'avec celle-ci, j'y arrive un peu. Et en même temps, elle est suffisamment puissante et surtout confortable. Et je sais qu'avec cette moto, on peut vraiment monter dessus, partir, faire le tour et accumuler autant de kilomètres qu'on veut. Donc c'est vraiment un super engin, bien équilibré entre la folie totale européenne et le roadster classique qu'on connaît, qui avait autrefois 120 chevaux, et c'était parfait. Tellement. Si vous voulez en savoir plus sur quelque chose, écrivez-le dans les commentaires et je l'écrirai dans le journal. Ha 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 ha. Pas de conneries. Tellement. Salut.